Bonjour à tous et bienvenue dans la télé du Salon. C'est déjà le dernier jour du Salon du Livre à Montreuil. Et si vous nous rejoignez maintenant tout de suite, c'est la dernière émission du Social Club, votre émission qui place la littérature jeunesse au cœur de la société. Et aujourd'hui, on va parler de livres audio, podcasts et parentalité. Mais avant, je suis comme tous les jours avec Sylvie Vassalo, la directrice du festival. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cette dernière journée ? J'ai presque envie de raconter ce qui s'est passé pendant toute la semaine parce qu'il y a eu énormément de monde ici, beaucoup de familles, beaucoup de public qu'on a invité à venir et la gratuité, ça a été une vraie réussite. Et aujourd'hui, c'est la journée professionnelle et il y a également beaucoup de monde, beaucoup de rencontres, beaucoup de temps de réflexion sur ce qui fait bouger nos métiers. Et alors, comme tous les jours, tu es allé fouiller un petit peu dans les tréfonds de notre enfance pour comprendre un petit peu mieux d'où venait ce phénomène. Qu'en est-il du livre audio ? Alors, pour être honnête, je ne suis pas allée chercher très très loin. Je suis allée chercher directement dans mon enfance et l'audio, pour moi, ça a évoqué Bonne nuit les petits. Je peux pas dire que c'est le reflet. Voilà, on entend ces notes qui ont bercé l'enfance de générations et de générations d'enfants. Je sais pas si c'est l'ancêtre du livre audio ou si c'est vraiment un reflet du livre audio. Moi, ça m'a évoqué ce moment, ce rituel qui était très important pour moi. Du coup, je suis allée chercher un petit peu du côté de l'histoire de Bonne nuit les petits et je la raconte vraiment très très brièvement parce que c'est assez marquant par rapport à l'histoire du livre de jeunesse. C'est qu'en fait, Bonne nuit les petits est né à un moment où un producteur, directeur de chaîne cherchait un bouche-trou pour le moment de fin d'antenne quand ça collait pas très bien. Et plutôt que de mettre l'horloge, il s'était dit il faudrait faire quelque chose. Et quelqu'un lui a proposé de faire Bonne nuit les petits, qui était une émission allemande. Enfin, c'était pas une émission allemande, mais en tout cas inspirée d'une émission allemande. Et puis du coup, ça passait à des horaires un peu divers. Et à un moment donné, une fois, c'est passé à 20h30 et les enfants et les parents ont hurlé parce que c'était pas devenu régulier. Et c'est devenu régulier par la pratique de ceux qui l'écoutaient finalement, et pas par la pratique des professionnels qui créaient ça à la télévision. Et moi, ça m'évoque l'oralité du livre de jeunesse, ça m'évoque la relation parent-enfant, ça m'évoque l'importance de l'histoire du soir, et aussi parfois la mauvaise connaissance de cette littérature qui pourrait faire plus de miracles encore qu'elle n'en fait. Merci beaucoup Sylvie, je ne te retrouve pas demain puisque c'est fini ce soir le festival. Mais je te dis à bientôt et maintenant place à la discussion. Pour cette dernière émission, j'avais envie d'avoir une pensée pour les anxieux et les insomniaques, ceux qui, pour s'endormir, mettent des podcasts dans leurs oreilles, ceux pour qui l'écoute est un véritable doudou. Amoureux du son, sachez que les enfants ont aussi cette passion. Livres audio, podcasts, boîtes à histoire, ils en sont dingues. Comment ces nouveaux objets ont trouvé leur place dans le monde de l'enfance ? Quel enjeu pour la lecture de demain ? Et surtout, qu'est-ce qui se joue dans l'audio, dans la relation parent-enfant ? Avec moi pour répondre à ces questions, Grégoire Borst, vous êtes professeur de psychologie et de neurosciences cognitives à l'Université de Paris et directeur de la psy du CNRS. Bonjour. Bonjour. J'ai aussi avec moi Hélène Loiseau, productrice audio chez Bayard Jeunesse. Bonjour. Cédric Ossir, réalisateur audio notamment du podcast Tina et le trésor de Néfertiti. Bonjour. Et enfin, Marine Baudouin, directrice éditoriale chez l'Uni. Bonjour. Allez, c'est parti. L'audio, déjà, quel intérêt ? Grégoire, vous êtes, je crois, l'un des plus grands défenseurs de la lecture à voix haute. Pour vous, il faut mettre du son dans les mots. Qu'est-ce qui se joue dans l'audio chez l'enfant ? L'audio, c'est finalement le langage oral, c'est la première chose auquel il est exposé. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on apprend à parler. On apprend à parler parce qu'on est exposé à d'autres personnes qui nous parlent, par définition. Et on sait effectivement que nos capacités de langage oral, la façon dont on a de bien comprendre le langage oral, est un prédicteur de capacité à bien apprendre à lire.
Et il y a un peu un paradoxe là, c'est que quand on rentre dans le langage écrit, à un moment, on finit par ne plus parler. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faudrait lire à voix basse, alors même que quand on regarde qu'est-ce qui fait finalement la particularité des bons lecteurs, ben, c'est souvent les bons lecteurs, si on enregistre en fait la façon dont ils lisent à voix basse, en fait, ils se parlent à eux-mêmes et ils se parlent avec l'intonation, parce que l'intonation du langage, quand on lit, c'est une formidable manière de comprendre le texte. Et donc, effectivement, il faut qu'on réhabilite cette lecture à voix haute, parce qu'en fait, elle est le prolongement naturel du langage oral qui a bercé toute notre jeunesse. Hélène, vous, ça fait à Bayard 25 ans que vous êtes dans l'audio. Vous avez vu alors les cassettes, les CD, les pistes audio dématérialisées. La place de l'audio dans le secteur de la jeunesse, elle a toujours été aussi forte? Alors, Bayard fait des revues pour les enfants depuis 58 ans, voilà. Et depuis 25 ans, effectivement, on accompagne la lecture de l'audio. Les romans de J'aime lire sont lus depuis longtemps, les belles histoires aussi. C'est effectivement, très vite, on a senti que la lecture, le partage de la lecture entre le parent et l'enfant, c'était un moment privilégié, un moment de transmission, un moment de calme, un moment de partage de rêves, d'imaginaire, et que ça pouvait être prolongé par l'enfant, en autonomie ou pas d'ailleurs, parce que l'écoute est souvent partagée. D'abord avec des cassettes, effectivement, quand on a commencé. On n'est pas passé par le vinyle, je crois, chez Bayard, mais il y en a d'autres qui l'ont fait. Et puis ensuite, via le CD, et maintenant, c'est dématérialisé ou rematérialisé au travers des enceintes, de l'enceinte Merlin que nous proposons. Peut-être sans partir dans un débat philosophique, qu'est-ce qui, selon vous, plaît dans l'audio aux enfants? Qu'est-ce qui ne plaît pas? Alors, ce qui plaît, il suffit de passer sur le salon, sur les stands où il y a de l'audio. Moi, j'ai passé quelques jours ici et j'ai vu des parents et des enfants. Il y a de l'ambiance ici, il y a du monde, il y a de l'agitation. Et tout d'un coup, quand on leur propose d'écouter quelque chose et de se mettre dans une bulle de son, on voit le calme, on voit la concentration, on voit tout d'un coup la pression qui baisse. Donc ça, je pense que c'est important. Puis c'est un moment seul un petit peu. Ça peut faire du bien à certains enfants. Ce qui ne plaît pas, je saurais pas vous dire, mais non, je saurais pas vous dire ce qui leur plaît pas. Moi, je vois que ce qui leur plaît. C'est déjà pas mal. Cédric Ossire, vous, selon vous, qu'est-ce qui a changé dans la façon dont on propose du son aux enfants? Néfertiti, c'est pas votre première fiction, vous en aviez déjà faite avant? Je ne sais pas si ça a véritablement changé sur la façon de faire. On a des moyens maintenant un peu plus développés avec la technologie et le numérique. Mais j'ai plutôt l'impression que ce sont les usages qui ont changé, surtout avec l'arrivée du podcast. Donc maintenant, les enfants peuvent s'approprier, matérialiser en fait leur petite boîte. On n'est plus soumis, comme alors si on reste sur une logique radiophonique, à un rendez-vous, ou alors comme on parlait au début de l'émission, à un rendez-vous quotidien du soir, comme Bonne nuit les petits. Maintenant, ces histoires, ils les ont dans leur petite boîte, ils ont c'est une bibliothèque à eux. Ils peuvent choisir d'écouter, de réécouter, en fonction de leur... c'est quand ils en ont envie. En fait, ça les place au cœur de... Ils font ce choix-là, cette démarche-là, d'aller vers l'histoire. Alors, c'est plus nécessairement des rendez-vous, quoique on peut toujours les programmer en termes, quand il y a une logique de grille à l'antenne. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt la façon dont eux viennent aux histoires que nous, la façon de les fabriquer, parce que finalement, c'est vieux comme le monde. C'est les moyens qui ont un petit peu changé. Hélène? Oui, absolument. Je voulais compléter sur ce qui ne plaît pas aux enfants. Finalement. J'ai trouvé. En fait, on en a fait l'expérience. Nous, on propose chaque mois des histoires qui sont dans nos magazines à écouter. Donc ça commence par les parents souvent. Et lorsque dans l'enregistrement de l'histoire, il y a un changement de mots, un changement d'ordre de phrase, une erreur, ce qui arrive quand on fait beaucoup de production audio. Les enfants nous le signalent. En tout cas, les parents s'adressent à nous en nous disant « Non, écoutez, il la connaît par cœur, cette histoire, ne changez pas en audio. » Ça, c'est important pour eux. Et sinon aussi, ce qui leur plaît pas, c'est quand ça s'arrête. Quand l'histoire est terminée et qu'il faut qu'ils arrêtent d'écouter, là, ça leur plaît pas trop non plus. Justement, Marine, ma fabrique à histoire, alors si je ne me trompe pas dans les chiffres, c'est 2 millions de boîtes à histoire vendues. Tout à fait, depuis fin 2016.
Et c'est venu d'où cette idée, de quel constat ? L'idée, c'était de réveiller l'imaginaire des enfants en leur donnant un objet qui leur soit propre, qu'ils puissent utiliser sans problème, en toute sécurité, avec lequel ils ne puissent que écouter des histoires, parce que le constat avait été fait que les enfants étaient surexposés aux écrans et que donc ils avaient un imaginaire qui était un petit peu bridé. Et il y a une anecdote assez drôle de la fondatrice de l'Uni quand elle faisait son mémoire justement sur l'imaginaire, où on avait demandé à plein d'enfants de représenter un ogre, et les 3/4 des enfants représentaient Shrek. Et donc, leur imaginaire avait été vraiment un petit peu détourné par l'imagerie finalement ciné, télé et dessins animés. Et l'idée de Ma Fabrique à l'Histoire, c'était justement de redonner la place à l'imaginaire par l'audio et sans représentation visuelle. L'importance de l'imaginaire, le côté ludique, le côté presque jeu. D'ailleurs, peut-être pour s'en rendre compte, on s'écoute un extrait de Kira et les sorcières. Puisque tel est ton souhait, alors tu peux aller à la rencontre de Baba Yaga, la sorcière de la toundra, qui maîtrise l'art des potions et de la guérison. Ou bien à celle de Grand-mère Cal, dans l'océan Indien. Terrifiante, mais incomparable. Il y a aussi Mami Wata, là-bas sur le continent africain, qui lit l'avenir et parle avec les animaux. Ou encore Yamauba, la sorcière des montagnes, maîtresse en envoûtement et en métamorphose. C'est vrai? Tu veux bien? Oh, merci, 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 merci! Oh, je peux partir là maintenant, tout de suite? Carabosse lui tendit son balai ainsi que la pierre qu'elle portait autour du cou. Voici ma pierre de lune. Garde-la précieusement et touche-la quand tu ne sauras plus quoi faire. Elle te viendra en aide. Grégoire, je vous vois sourire, ça vous donne envie de connaître la suite? Oui, bien sûr. Non, mais on voit bien la puissance du langage oral ici et de la musicalité de la langue. C'est sûr que quand on lit un texte, et surtout dans les premiers temps de l'apprentissage de la lecture, c'est difficile de lire quand on rentre en CP, et puis c'est encore très difficile en CE1, ça devient un peu plus facile en CE2, mais ça reste difficile. Et surtout, on engage tellement de ressources finalement cognitives et attentionnelles pour essayer de décoder les mots de la langue qu'en en fait, on a du mal à accéder au sens. Et donc, réhabiliter finalement le livre audio, c'est aussi permettre ce que doit être la lecture, c'est-à-dire la compréhension du texte, et quelle plus belle façon que de rentrer dans le texte que d'avoir la musicalité de la langue associée. Et on voit que ça intéresse les enfants parce qu'en fait, c'est hyper engageant. C'est-à-dire qu'il y a des changements de voix entre les différents personnages. On accentue beaucoup un certain nombre de marques de ponctuation et ainsi de suite. Et ce qui va faire que, évidemment, un enfant va écouter. Et on voit bien, si je communique avec un enfant en ayant une voix totalement monocorde, plus personne va m'écouter. Et donc, notre langage, il est fait comme ça. Il est fait de l'engagement qu'on peut avoir par la musique qu'on met dans le langage. Et c'est ça la force, finalement, de ces boîtes à histoire et de ces podcasts, c'est qu'à un moment, ils redonnent dans des moments qui sont quand même des moments clés de l'apprentissage de la lecture, finalement, un temps où on peut continuer à avoir accès au plaisir de la lecture, c'est-à-dire le texte et la compréhension du texte. Le ton, en fait, l'importance de mettre du ton. On voit bien qu'on s'embête quand quelqu'un nous parle sur un ton monocorde. C'est-à-dire que si je vous parlais... Et puis de la même manière, quand on est à la radio, par exemple, et qu'on sourit à la radio, en fait, ça s'entend. C'est-à-dire que ça paraît... Mais en fait, on décode. On a cette capacité à décoder par le son les émotions. Et d'ailleurs, ça vient très tôt aux bébés. On sait que les bébés, ils peuvent évidemment reconnaître les émotions sur les visages. Mais en fait, très tôt, ils reconnaissent les émotions simplement par la prosodie de la langue. Et donc, il y a plein d'émotions qui passent évidemment par le langage. Super, on va être hyper stressé d'avoir une voix monocorde maintenant autour de ce plateau. Vous faites bien attention à ça. Marine ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis même en termes de vocabulaire, en audio, on peut se permettre d'aller beaucoup plus loin dans le vocabulaire qu'en livre papier et que le calibrage du papier ne permet, et même en termes d'âge. Et je trouve ça hyper intéressant d'amener du vocabulaire beaucoup plus soutenu ou beaucoup plus de mots, de synonymes. Et même si l'enfant ne comprend pas, c'est pas très grave parce que justement le contexte, le ton, les émotions que font passer les personnages et les comédiens qui jouent ces personnages permettent de donner du sens au texte, même si l'enfant ne comprend pas l'intégralité des mots.
Et comme il va y revenir hyper souvent parce que l'enfant adore réécouter les histoires qu'il aime bien, et ben finalement, il va comprendre le vocabulaire par le contexte de l'histoire. Et ça va, je pense, lui apporter énormément ensuite dans sa lecture, parce qu'on s'adresse aussi à des enfants qui sont non lecteurs, qui n'ont même pas 7 ans pour la plupart. Cédric Ossire, vous, c'est vrai qu'il y a une importance dans le choix des voix, hein. On l'entend très clairement et on l'entendra tout à l'heure. Comment on choisit une bonne voix? Par exemple, Tina, comment on choisit sa voix? On l'a choisi en revenant, moi constamment je reviens au personnage et j'essaie de trouver un trait d'union, un point commun avec le comédien ou la comédienne que je vais choisir pour qu'il y ait quelque chose de totalement immédiat. C'est-à-dire que quelque chose que le comédien ne va pas composer. Une partie pour moi qui est importante, qui ne va pas être jouée, là, qui va être une donnée, alors qui ne va pas être verbale, mais qui va être presque musicale et presque sensible, parce que j'ai l'impression qu'avec le son, même s'il y a une concentration, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre réflexif, qui est presque sensible, un ressenti, et qui doit passer aussi par la voix. Alors ça peut être un débit particulier, un timbre de voix, mais c'est rarement par timbre, ou alors c'est quand on a des couples de voix qu'on associe à un autre personnage, mais ça va être plutôt une question de couleur ou de tempérament. Voilà, il y a quelque chose qui va se dégager. Si c'est un tempérament de feu, eh ben, il va me falloir une personnalité. C'est plus la personnalité de la voix qui va m'intéresser pour que ça corresponde au personnage et que ça soit une donnée immédiate. Et c'est déjà un élément de caractérisation, c'est presque un élément d'écriture aussi. Et ça permet de nuancer soit le personnage ou d'aller un tout petit peu plus, de le caractériser un tout petit peu plus dans une veine qui était un peu sensible, voilà. Et ça, c'est des données immédiates et avec lesquelles on ne fabrique rien. Et après, on peut nuancer sur d'autres choses, sur des intentions, mais c'est un élément de personnalité. J'aime bien trouver ce point commun entre les comédiens et les personnages. Alors vous faites passer des castings de voix. C'est un peu comme dans The Voice, on se tourne, on entend la voix pour ne pas être perturbé par la personne. Non, il y a eu beaucoup de comédiennes à qui j'ai fait passer les auditions. En fait, elles m'ont envoyé des audios. Donc il y avait des parties jouées, des parties plus narratives. Et ça, c'était une volonté de la chaîne France Inter aussi. Donc qu'on soit tous. Et puis moi, j'avais envie qu'on soit tous derrière ce choix-là des personnages. Et du casting. Et l'idée, c'était souvent, on en revenait à des choses de rythme. Voilà, est-ce que ça correspond à l'énergie, par exemple, de Tina, ou est-ce que... Après, il y avait la problématique de l'âge. Est-ce que là, elle n'est pas trop âgée? Est-ce qu'elle n'est pas trop enfantine? Voilà, c'était des critères qu'il fallait qu'on pose immédiatement. Une fois qu'on avait cette donnée-là, le tour était joué. Hélène? Oui, je reconnais le travail qu'on fait nous aussi sur des castings de voix. Et parfois, on va jusqu'à tester le texte en enregistrement avec des comédiens et à réécrire un peu le texte en fonction de sa personnalité, des caractéristiques de sa voix, puis de ce qui fonctionne aussi entre les comédiens. Quand tout d'un coup, on a 3 personnes qui doivent dialoguer de façon naturelle, c'est important d'aller jusque-là, en fait, de faire aussi ce type de test pour voir si c'est crédible ensuite pour les enfants à l'écoute. Je vois que vous avez apporté plein d'objets. Vous avez créé chez Bayard Merlin, c'est la petite enceinte bleu clair, c'est ça? Comment on fabrique un petit objet comme ça? Est-ce que la solidité est au cœur de la fabrication? Alors, d'abord, c'est la rencontre de 2 grands éditeurs de contenu audio, c'est Radio France et Bayard. Et nous, on avait le premier besoin, c'était de retrouver un objet pour transmettre toutes nos productions sonores au public enfant. Donc effectivement, ensuite, on s'est penché sur l'objet. On fait attention à sa solidité, on fait attention à l'ergonomie qui doit être extrêmement simple à prendre en main. Et ça, on le vérifie sur les salons, il n'y a pas de problème. Les enfants jouent tout seuls avec, il n'y a pas de souci. La solidité, on l'a dit, c'est un élément. En plus, on propose des choses pour la protéger. Et puis, on fait attention à la fabriquer en France aussi, avec des plastiques recyclés. Voilà. Vous faites des crash tests, hein?
On fait des crash. Là, on en fait tous les jours ici. Il n'y a pas de problème. Donc, ça résiste, oui, tout à fait. Les enfants les balancent contre leurs parents quand ils en ont marre. Ils la secouent pas mal. Elle tombe par terre, mais elle résiste. Il n'y a pas de souci. Il y a d'autres petits objets là aussi? Oui, alors ça, c'est notre dernier bébé. Ça s'appelle le cube audio, la cube à histoire. C'est un petit cube aussi fabriqué en France, en bois, et à l'intérieur duquel il y a une puce NFC qu'on active avec un téléphone. Et ça permet automatiquement et sans abonnement, sans autre difficulté ni installation d'application, de déclencher 1 heure d'histoire. Il y en a 5 aujourd'hui. Il y a des histoires de Noël, il y a des histoires de petits ours bruns, il y a du documentaire. Et ensuite, évidemment, le parent a le loisir de diffuser ce son sur une enceinte Bluetooth ou dans la voiture. Voilà, c'est un petit peu notre cadeau de Noël à nous. Voilà. L'ergonomie, la solidité, c'est vrai que c'est des choses qui sont quand même particulièrement importantes quand on parle de petite enfance. Marine, pour vous, c'est quoi les essentiels pour un objet avec une bonne ergonomie ? L'essentiel, c'est que ça soit très facile d'utilisation pour l'enfant. C'est pour ça que nous, on a des gros boutons jaunes, une molette facile à tourner. Et il y a aussi un aspect très important, comme l'a dit Hélène, mais pour une autre chose, c'est le côté doudou. Nous, les enfants, quand ils ont leur fabrique, il y a leur doudou et la fabrique qu'ils mettent dans leur sac à dos quand ils partent quelque part, parce que ils veulent pouvoir toujours écouter leur histoire. Donc il y a un attachement qui est très très fort à ces objets aujourd'hui, parce que ça fait partie de leur quotidien, parce que ça va permettre soit de les aider à s'endormir, soit parfois de régler des problèmes d'émotion, une colère, une tristesse. On a un retour à l'objet qui permet de redescendre un peu au calme, et donc c'est pour ça que ça en fait un objet essentiel. Ils vont jusqu'à dormir avec, je crois. Oui. Parfois, c'est dur de leur enlever. Hélène ? Ils peuvent s'endormir avec, effectivement. Et il y a aussi un choix qui est important, c'est celui d'écouter via le petit haut-parleur qui est externe ou via un casque. Ça permet en voiture, par exemple, d'avoir une écoute confortable au casque, ou à la maison de se promener avec le haut-parleur diffusant le son. Et même d'écouter en famille. Une forme quand même d'autonomie dans l'écoute. L'autonomie, Grégoire, c'est quelque chose qui est important pour le développement cognitif de l'enfant. J'imagine que oui, mais j'attends plus qu'un oui. Plus qu'un oui. Bon, alors oui. Non, l'autonomie, c'est évidemment ce qu'on essaye de développer chez l'enfant. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'enfant a besoin et ne peut survivre qu'à travers finalement l'autre, et puis progressivement, que c'est vrai d'un point de vue cognitif, mais c'est vrai aussi d'un point de vue social et émotionnel. Et progressivement, un enfant, ça grandit, et au cours de ce développement, il doit réussir à s'autonomiser. Il doit avoir son propre objet, choisir ses propres histoires. C'est une forme d'autonomisation. Et ça va lui permettre effectivement aussi, et c'est ce que vous disiez très bien, ça peut être aussi un objet qui permet de s'autoréguler quand on est dans un moment qui est un peu compliqué, on n'arrive pas très bien à gérer ses émotions. Prendre sa boîte à histoire, comme on pourrait prendre d'autres types d'objets, mais son doudou par exemple. Mais c'est vrai que c'est aussi revenir à quelque chose qui est rassurant, parce que le fait des histoires, on a en règle générale raconté quand on était tout bébé. On nous a beaucoup raconté d'histoires, on nous a lu beaucoup de livres, et puis quand on s'autonomise, justement, il y a un moment où on nous raconte un peu moins d'histoires, on nous lit un peu moins de livres parce qu'on est en train de rentrer dans la lecture, et on voit bien que même chez des enfants lecteurs, la boîte à histoire, le fait de raconter des histoires, ça reste quelque chose d'absolument fascinant pour un enfant. La meilleure façon finalement de faire quelque chose à un enfant, c'est de le baigner dans un bain de paroles. Je donne ça comme mécanisme que j'ai vu opérer chez ma mère avec mes enfants. Elle leur raconte des histoires en permanence, et donc en fait, quand ils étaient petits, ils sont un peu plus grands maintenant, ça marche moins bien. Et en fait, ils faisaient effectivement tout ce qu'elle voulait, parce qu'ils étaient complètement subjugués par l'histoire qu'on était en train de leur raconter. Et donc, il y a effectivement cet enjeu-là, c'est que ces boîtes à histoire, elles sont une façon finalement de pouvoir se projeter dans quelque chose qu'on fait seul. C'est une activité aussi qu'on peut commencer à faire seul à un moment donné. Et c'est évidemment rassurant pour les adultes, et notamment pour les parents, parce qu'il y a beaucoup moins de risques d'être exposé à du contenu non approprié. Sauf si on a très très mal choisi l'histoire. Mais a priori, on a choisi à peu près l'histoire qui cadre avec l'âge de l'enfant. Ce qui n'arrivera pas, on l'espère, créer un monde d'imaginaire sonore. C'est ce que l'on explorera après une petite pause avec Jean-Marie Ozanne qui, comme tous les soirs, nous livre ses meilleures anecdotes du festival.
Je m'appelle Jean-Marie Ozanne, j'ai créé la librairie Folie d'encre à Montreuil en 1981. Pour rien au monde, je ne raterai un épisode de cette aventure. Pour réussir un salon comme celui de Montreuil, il faut quand même un peu de sérieux. C'était un des objectifs du salon, c'est-à-dire faire reconnaître comme quelque chose, un genre littéraire sérieux, le livre jeunesse, pour qu'il ne soit plus considéré comme juste un passe-temps ou une vague occupation pour les bambins. Les auteurs nous ont aidés en faisant rentrer la vie réelle avec le travail, la naissance, la mort, les questions de genre, de classe sociale, formidable. Du sérieux et du sérieux. À un moment, nous étions réunis, jury d'un prix, du prix Baobab, et nous discutons. Au final, 2 livres restent en compétition. 2 livres formidables, et l'un et l'autre, difficile de choisir. Il y en a un qui est très sérieux, formidable sérieux, et puis l'autre qui est formidable, mais drôle. C'est seulement lorsqu'on a compris que rien n'est plus sérieux que l'humour que c'est le livre drôle qui a eu le prix Baobab. Un livre de Gilles Bachelet, Mon chat le plus bête du monde. Il faut prendre le livre jeunesse au sérieux. L'aventure du salon du livre jeunesse de Montreuil ne peut être qu'une aventure collective. Alors bien évidemment, les équipes de Roland et de Lucette, il y a longtemps, puis les équipes d'Henriette Zouguebi, et puis la formidable équipe actuelle, c'est Sylvie, c'est Nathalie, c'est Rachel, c'est plein de monde, et impossible de tous et toutes les citer. Une fois qu'on a l'objet, il faut le remplir. Hélène, vous, comment vous choisissez les titres au catalogue que vous mettez dans l'enceinte? Parce que des titres, vous en avez quand même beaucoup. Alors on pense aux enfants avant tout, c'est-à-dire que effectivement, d'abord ce sont les petits. C'est une enceinte qui est destinée aux enfants de 3 à 12 ans. Donc les petits-enfants sont les premiers consommateurs de ces histoires, donc on pense à eux, on pense aux héros qu'ils aiment. Donc Petit Ours Brun est avec eux, Nino Dino est avec eux. Voilà, on propose beaucoup de choses qui font déjà écho à des lectures de magazines ou de livres. Et ensuite, on enrichit le contenu en fonction de l'âge de l'enfant. On propose aux parents régulièrement des mises à jour qui font qu'à 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on trouve aussi des contenus qui plaisent. Ariol est arrivé dans Merlin, Anatole Latuile aussi avec ses bêtises. Donc vraiment, on s'attache d'abord aux enfants et à ce qui leur plaît. Je vois un petit cœur là sur l'enceinte. Ça veut dire quoi, ce petit cœur ? Ça veut dire que les enfants peuvent avoir des contenus préférés. Vous savez, ceux qu'ils passent et repassent et repassent. Je ne sais pas si... Moi, je me souviens des miens. Quand on lisait une histoire qui plaisait, après, on pouvait la lire 20 fois, 10 fois, 30 fois. Ben voilà, là, il y a un petit cœur et l'enfant peut repasser en autonomie l'histoire qui lui plaît le plus. Marine, il y a comme ça des histoires, des circuits narratifs qui fonctionnent particulièrement chez l'Uni ? Alors je pense que celui qui fonctionne le mieux, c'est celui des histoires de Suzanne et Gaston, que beaucoup connaissent et que beaucoup de parents connaissent. Suzanne et Gaston, c'est les héros des tout petits, les héros de Ma Fabrique à Histoire. Et dans Ma Fabrique à Histoire, la spécificité, c'est qu'on va faire des choix, soit en amont de son récit, soit tout au long de son aventure. Et là, pour Suzanne et Gaston, on va choisir avec qui on veut voir se dérouler l'histoire, soit Suzanne, soit Gaston. On va choisir un lieu, dans un château, dans une forêt, dans une maison. Ensuite, on va choisir un personnage secondaire et on va choisir un objet. Et une fois qu'on a fait tous ces choix, l'image disparaît et laisse juste place à l'audio. Et finalement, sans s'en rendre compte, l'enfant, il a mis en place tout son parcours de lecture avec le héros, l'élément perturbateur, le lieu et ce qui va venir résoudre le problème. Et il va s'en souvenir, il va mémoriser. Et c'est pas rare d'ailleurs qu'on voit des enfants qui nous disent exactement le chemin qu'ils ont fait
pour retrouver leur histoire. Et c'est aussi en ça que les boîtes à histoire favorisent énormément la mémoire et cet aspect-là cognitif. Il y a un côté un peu le livre dont vous êtes le héros. Tout à fait. Et plus les enfants grandissent, plus ils sont amenés à faire des choix. Et là, à l'intérieur de leur histoire, vraiment en choisissant s'ils veulent se battre avec un dragon, s'ils veulent négocier avec une sorcière, ils ont tout un tas de choix comme ça à faire. Mais c'est toujours par le biais de la fiction, parce qu'on pense vraiment que c'est la fiction qui réveille l'imaginaire et qui amène justement à imaginer plein d'autres choses dans ce monde. À propos de dragons, d'ailleurs, il me semble qu'on a un petit extrait, c'est Les Aventuriers, le réveil du dragon. Mamie Pirate claqua des mains. On a du travail, les enfants. On doit venir en aide au royaume de feu. Aquaria peut accueillir les réfugiés. Alix, où en êtes-vous avec la construction du Kraken? Le Kraken était le nouveau bateau de la cité. Alix l'avait construit avec Lilou, Archie et Alphonse. Justement, le visage de Lilou apparut à son tour à l'écran. Bonjour tout le monde. Le Kraken est terminé et prêt à l'abordage. Ça tombe à pic. On va pouvoir s'en servir pour évacuer les habitants du royaume. On devrait aussi explorer la cité souterraine. Ajouta Tom d'un air excité. Qui sait quel secret on pourrait y découvrir? Si les dragons sont responsables des éruptions, les autres royaumes sont peut-être en danger. On devrait essayer de les retrouver. Proposa Léo. Alix se redressa et enfila sa prothèse. Un bras métallique qu'elle utilisait pour remplacer son bras manquant. Elle la fit craquer et leva un pouce vers Léo, Tom, Zoé et Lilou. Des volcans, des dragons et une cité enfouie, ça fait beaucoup, même pour vous. Vous allez avoir besoin d'aide cette fois-ci, les aventuriers. Par où on commence ? Alors, par où on commence? Cédric Ossire, c'est complètement immersif ce genre de milieu, ce genre d'univers. Pour vous, c'est quoi l'importance justement de l'immersion dans le podcast? Ça passe d'abord par l'écriture, je crois, par l'histoire. Je ne sais pas si c'est de l'empathie, ou en tout cas d'avoir suffisamment d'éléments qui permettent à l'enfant, en tout cas à l'auditeur, parce que je pense que c'est vrai aussi pour des grands enfants, de pouvoir se projeter et de donner suffisamment de ressources à l'imaginaire pour se fabriquer son propre univers, les propres traits des personnages, les décors aussi. Donc c'est de placer l'auditeur au centre de l'histoire. C'est lui qui est très actif. Ça, c'est une donnée essentielle de l'audio, c'est-à-dire contrairement à ce qu'on pourrait intuitivement penser, qu'on est plutôt passif, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'auditeur est complètement actif de l'histoire. Alors, ça l'est aussi avec à un stade un peu plus avancé, mais j'ai l'impression, même quand une histoire est déjà complètement façonnée, on joue avec l'auditeur, avec les informations qu'on lui donne, les éléments qu'on ne lui donne pas et qu'il doit construire, anticiper, les ellipses narratives, suffisamment d'éléments qui sont déjà là dès l'écriture. Et donc, ça participe à cette immersion. Et c'est presque le premier élément. J'ai envie de dire que tout le reste, c'est l'enfant, c'est l'auditeur qui le fait, en fonction de son ressenti, de ses émotions et de son implication. Grégoire, je vous vois hocher la tête de plus en plus. Non, mais peut-être pour faire prendre conscience un peu de ce qui se passe justement dans ce contexte-là, c'est quand même un contexte dans lequel, quand on écoute une histoire, au même titre que quand on lit, mais encore une fois, pourquoi c'est plus simple quand on écoute une histoire? Parce qu'on a toute la possibilité et je dirais l'espace mental pour le faire, parce qu'on engage très peu de ressources dans la lecture, puisqu'il n'y a pas de lecture par définition et des décodages des mots. Et donc à ce moment-là, on peut faire ce qu'on fait en partie, sauf 5% d'entre nous, mais en gros 95% d'entre nous, on a la capacité de générer des images mentales. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un espèce de film qui se crée dans notre tête, et même avec simplement des voix et des sons, parce qu'il y a quand même des bruitages associés, on reconstruit la scène. On y est, hein. Enfin, moi j'y étais, on voit on comprend que en fait, ils se parlent sur un écran, parce qu'il y a des bruitages de connexion de l'écran et ainsi de suite. Et en fait, tout ça génère une histoire qui est... Et c'est ça aussi, quand on parle d'autonomie, c'est une histoire qui nous est propre. Il n'y a pas d'image associée.
Contrairement dans un livre avec des images, on doit tout créer finalement ex nihilo, et on peut le faire qu'en étant très concentré. Et donc ça développe aussi chez nous des capacités, et ça développe chez les enfants des capacités qui sont extrêmement importantes. La capacité de l'écoute, c'est pas une capacité très simple à avoir. Il faut être effectivement très concentré, très attentif, et tout ça, c'est des compétences dont on sait qu'elles sont importantes, notamment pour l'apprentissage de la lecture, mais en fait pour tout type d'apprentissage. Et ça, le fait d'être comme ça, immergé dans un environnement auditif, il y a un caractère extrêmement en fait, actif à l'écoute. C'est-à-dire qu'il faut vraiment construire tout ce monde imaginaire. Et effectivement, de ce fait-là, on entraîne les capacités de créativité de l'enfant, on l'entraîne à générer des images mentales dont on sait qu'elles sont importantes. Vous parliez de la mémorisation, il y a évidemment la structure même des histoires, mais le simple fait de générer des images, on sait que c'est une stratégie d'apprentissage et de mémorisation qui est extrêmement puissante. C'est-à-dire que depuis les Grecs anciens, on sait que la méthode des lieux, par exemple, c'est une méthode qui consiste à s'imaginer dans sa tête un lieu qu'on connaît très bien et à placer des informations ou des objets dans ce lieu qu'on connaît très bien. Et ça nous permet de mémoriser des quantités d'informations extrêmement importantes. Et donc là, on voit bien tout l'enjeu, effectivement, de promouvoir les histoires, le fait de raconter des histoires à haute voix et de créer des environnements auditifs, puisque c'est un environnement, c'est pas simplement une histoire qu'on entend, il y a quand même tous les bruits associés, c'est la force de la réalisation, évidemment. Hélène ? Moi, j'aimerais abonder et illustrer. On a sorti un programme qui s'appelle Les énigmes à tous les étages. Ce sont donc des énigmes sonores. Les enfants doivent trouver des indices par le son, par l'ambiance sonore. Et on se posait des questions sur ce programme. On se demandait vraiment si les enfants allaient y arriver, parce que c'est quand même compliqué, ça nécessite beaucoup d'attention. Donc on l'a fait tester par une orthophoniste qui a affaire à des enfants en difficulté avec la lecture. Et elle nous a dit, mais écoutez, c'est merveilleux. Ces enfants, parce que c'est de l'audio, n'ont pas l'inhibition qui est liée à la lecture, qui fait peur, qui peut les impressionner, en l'occurrence dans sa patientèle. Et ils ont été captivés, ils sont rentrés dedans, ils ont été attentifs au son. Donc effectivement, c'est une clé extrêmement importante. Et des enfants qui ont des difficultés par ailleurs à aborder la lecture peuvent, via le son, accéder à des univers comme ça et à l'attention, à la concentration aussi. Pour revenir peut-être à Tina et le trésor de Nefertiti, à cette question de monde imaginaire sonore, moi ce que je trouve merveilleux dans cette fiction, c'est qu'on entend des milliards de petits bruits comme ça. Des fois c'est à gauche, des fois c'est à droite, ça fourmille de partout. Peut-être on lance un extrait pour s'en rendre compte et après on en parle. Oh non, les lettres qui bougent toutes seules. Ça va pas recommencer. Ok, je gère. Allez, je sors tout. On va bien voir. Tu deviens folle, Tina. Ou alors tu rêves. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est le trésor? Où est le trésor? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Où est le trésor, Cédric Ossir, pour votre fiction sonore? Il me semble que votre premier cobaye était votre fille. Quelle a été sa réaction quand elle a entendu ces maquettes? Oui, j'ai pris la personne qui était sous la main. Non, c'était très intéressant. En fait, je l'ai observée, puisqu'elle est dotée de toutes ces boîtes à histoires. Et c'était assez intéressant de la voir. Elle avait pris ses coloriages, je crois, elle écoutait. Et puis elle voulait colorier, je crois, en même temps. Et à un moment donné, je l'ai vue au bout de... Je ne sais pas quelle était la scène, mais une scène qui convoquait finalement suffisamment de concentration. Et j'imagine son imaginaire. Elle s'est interrompue. Elle ne pouvait rien faire d'autre. Et je l'ai vue se figer et se faire son propre cinéma. Et ça, c'est assez magique parce que ça veut dire qu'il y a la concentration et qu'il y a cet imaginaire personnel. Et donc, pour moi, même si c'était une version qui n'était pas du tout définitive, je me disais, bon, ça y est, on a l'ossature, on a la mécanique, ça fonctionne. Après, on va nourrir ça. Mais l'essentiel était là. Le pacte avec l'auditeur, en fait, fonctionnait et le cinéma était dans sa tête. Vous avez aussi des passages qui font peur. Moi-même,
Ça m'a fait un petit peu peur, pour tout avouer. Comment les enfants ont réagi et est-ce qu'il y a eu peut-être des craintes du côté de France Inter ? Alors oui, cette question de... Alors attention, il va falloir doser peut-être ces moments où c'est assez effrayant, où on convoque le fantôme de Néfertiti. Bon, bah alors, en sondant un peu autour de nos entourages, on s'est rendu compte que c'était ce qui faisait l'unanimité. Et qu'il faudrait, s'il y a une suite, renforcer ces effets-là. Ouais, moi je sais que les moments qui font peur, bah, ils adorent ça parce que ça vient convoquer des émotions qui, je pense, régulent eux-mêmes, ou en tout cas ils en ont besoin. Et c'est vrai que là, pour reprendre le cobaye de ma fille, elle aimait ces scènes-là où on entendait le fantôme de Néfertiti parce que je crois que ça les saisit et puis on aime avoir ces frissons-là. Mais ça, c'est presque même quand on est adulte, hein, on aime que les histoires nous traversent et provoquent en nous des émotions qui parfois nous dépassent. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission, à la fin du salon. C'est passé vraiment trop vite. Mais merci à tous les 4 d'avoir partagé ces belles histoires, d'avoir partagé ces sons, ces mots. Alors le livre audio, oui, accompagné avec les parents, peut-être. En tout cas, moi, je vous dis à l'année prochaine pour de nouveaux Social Club.